Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Mariam Saïd Kalam, conseillère départementale. Mariam Saïd Abdallah, conseillère départementale de Mamoudzou 3, également 5e vice-présidente au conseil départemental chargée de l'éducation, de la formation et de l'insertion. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, on va parler de ce plan 500 000 formations qui va être lancé et qui concerne l'ensemble de Mayotte. On va dire notamment avec ces 5 communes qui vont être prises en charge. On va voir en quoi cela consiste dans ce journal avec vous tout à l'heure. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors le premier secrétaire du Parti Socialiste était à Mayotte puisqu'il est resté 48 heures. Il est arrivé hier et reparti aujourd'hui, Jean-Christophe Cambadélis. On verra ce qu'il en est de cette visite et justement à l'approche des primaires, on verra l'impact que cela a eu sur notre île tout à l'heure dans ce journal Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 2 novembre. Rythme scolaire, insécurité, conditions d'hygiène, collation, les revendications restent inchangées, mais le mouvement des parents d'élèves se durcit. En effet, devant le mutisme de leurs élus, ils ont manifesté ce matin devant la mairie de Mamoudzou. Une manifestation pour exiger des conditions décentes d'apprentissage pour leurs enfants. Plus d'informations en ouverture de cette édition. Le Salon de la mode, présent depuis 7 ans à Mayotte, ouvrira ses portes dès demain. Organisé par l'ALCOI, l'édition de cette année sera un peu spéciale. En effet, les stylistes auront à relever un défi d'actualité, sublimer les femmes avec des matières recyclées. Développement durable et co-création, la LCOI mise tout sur le recyclage et promeut l'utilisation de pièces usagées pour créer de nouvelles tenues. Zoom sur un événement qui ravira tous les amoureux de la mode dans votre journal. Jusqu'en 2005, la plongée sous-marine était strictement interdite en France aux personnes atteintes de diabète. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En effet, les personnes majeures atteintes de diabète sont désormais autorisées à arpenter le monde du silence. Mais ce n'est toujours pas le cas pour les personnes mineures. Pour évaluer les impacts de la pratique de la plongée sous-marine chez les jeunes diabétiques âgés de 14 à 18 ans et peut-être faire évoluer la législation en la matière, une étude est en cours à Mayotte. Reportage. Les parents d'élèves des écoles de Cavani sont résolument décidés à se faire entendre. Après une semaine de blocage, le ton est encore monté d'un cran ce matin et c'est devant les portes de la mairie du chef-lieu qu'ils ont décidé d'aller crier leur ras-le-bol dans l'espoir que les élus finiront par entendre leur voix. Des parents qui réclament encore et toujours de meilleures conditions d'hygiène et de sécurité dans les établissements ainsi que les moyens nécessaires à la mise en place des rythmes scolaires. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi et Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. La colère des parents d'élèves de Cavani s'est déplacée jusqu'à la mairie du chef-lieu ce matin. Ils sont venus nombreux pour rencontrer leurs élus et obtenir des réponses. Les revendications n'ont quant à elles pas évolué et portent toujours sur les conditions d'hygiène et de prise des collations, notamment dans l'école Cavani Stade. Rista dokamba wana watu wakana sali zao wakola zao tranquili après ija du coup aja paramba wanata wabaki mwenze wasila mwenze ridai kiasi mbarpare solution wanatu wapare place wale shahula wasibaki mwenze bientôt voit soja miraba zatu soja zibushe après wanatu watoja waskwe na mabade na tongo nyengi tu soja zwa pare vavo donc waskara javanu jerfanye hila orfanye tongo tukaoyenti ridai ripare vahali rile shahula au ripare tanti wana watu wakadziwe wapare wale shahula wasile mwenze na voix za moja kwa tu paravahanu wala shahula yo desturi jana evanu jeridai risaidiwe madhamana watu warikie tout bas. Après plus d'une semaine de blocage, ce matin les parents avaient décidé de passer la vitesse supérieure. En effet, puisqu'aucun représentant de la mairie n'a daigné venir sur place, ce sont eux qui ont fait le déplacement jusqu'à l'hôtel municipal. Aujourd'hui, où nous sommes là, en fait, nous voudrons être reçus par monsieur le maire, l'histoire qu'on puisse en discuter. Parce que ça fait un bon moment qu'on le sollicite, mais jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a pas, en tout cas, donné rendez-vous. Donc nous, on s'est déplacés justement pour qu'on puisse se rencontrer et trouver une solution à ce problème.
Malheureusement, je pense que c'était peut-être la méthode qu'il fallait adopter de le départ. Mais nous, on pensait que, je pense qu'on devait quand même le faire sur plusieurs étapes. Et malheureusement, on en est arrivé là aujourd'hui. On s'est déplacé et je déplore vraiment cette façon de faire. Mais bon, on n'a pas le choix. C'est pour la cause noble de nos enfants, en fait. Si les conditions d'hygiène et de sécurité posent encore et toujours problème, les rythmes scolaires ne sont pas en reste. Même si pour ce père de famille, ce ne sont pas les rythmes scolaires qui sont à incriminer, mais plutôt leur mise en place dans un contexte où les moyens d'accueil des élèves sont des plus précaires. Non, je ne pense pas qu'il faut arrêter le rythme scolaire. Je pense que si ce rythme a été instauré, c'est quelque part, il va apporter des bonnes choses à l'éducation de nos enfants. Mais ce qu'on demande, il faut donner les moyens à ces enfants-là qu'ils puissent rester à l'école et poursuivre une éducation normale. C'est tout ce qu'on réclame. On n'est pas contre le rythme scolaire, non. C'est que tous les ingrédients ne sont pas là pour permettre à ce rythme scolaire de se dérouler comme il faut. Du côté de la municipalité, le maire n'a pas souhaité s'exprimer. Il faut dire que le jour était mal choisi, puisque 2 élections avaient lieu en même temps au sein de la mairie. La première concernait l'élection à la Chambre de commerce et d'industrie, tandis que la seconde visait à élire les délégués consulaires, appelés à désigner les futurs juges du tribunal mixte de commerce. Et on continue avec la visite à Mayotte de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste. Arrivé hier sur le département, celui-ci a pu en 48 heures rencontrer de nombreux acteurs locaux. Ainsi, après 2 rendez-vous militants à Akwa et à Chirongui, il s'est entretenu avec les organisations patronales et syndicales, sans oublier les acteurs politiques. Une visite qui atteste que la campagne en vue des primaires de la gauche a bel et bien débuté pour le parti au pouvoir et que Mayotte n'est pas oubliée. Ainsi, avant de repartir vers Paris, Jean-Christophe Cambadélis a donné cet après-midi une conférence de presse, le compte rendu avec Pierre Bellucci et Assoumani Darwesh. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, est en visite sur l'île durant 48 heures. Objectif, rencontrer les militants du parti au pouvoir et préparer les échéances électorales de 2017. Mais pour cela, l'homme fort du Parti socialiste sait qu'en ce qui concerne Mayotte comme pour le reste du pays, les socialistes vont devoir s'unir afin de parler d'une même voix. Eh bien, d'abord que les socialistes sont en dynamique, qu'ils ont une implantation maintenant dans l'ensemble des villages, qu'il y a des parlementaires comme Ibrahim Aboubacar qui font un travail remarquable à Paris, mais que nous sommes dans une situation où la gauche est divisée. Donc il faut la réunir sur un projet pour Mayotte. Il faut la réunir pour essayer de faire décoller cette île qui est confrontée à de grandes difficultés, dont la principale, bien sûr, vous le savez, c'est la question des flux migratoires. Le premier secrétaire du PS a pu, durant ces 2 jours de visite, se rendre compte des réalités du territoire. Conscient des retards à combler dans tous les domaines, il souhaite que chacun joue le rôle qui est le sien pour que l'île continue sa marche accélérée vers le développement. Il faut faire du rattrapage. Pour rattraper les normes qui sont celles de la France, il est nécessaire d'avancer plus vite que dans d'autres départements. Mais en même temps, tout le monde comprendra qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain à une situation qui s'apparenterait aux Yvelines ou à la Bretagne, qui s'est développée ou qui a eu des infrastructures pendant près d'un siècle. Donc l'État fait beaucoup, mais il y a aussi, je crois, au conseil départemental de se prendre par la main et de faire face aux difficultés que rencontrent les Mahorais. À la veille des primaires de la gauche qui se tiendront en janvier prochain, la campagne se poursuit à Mayotte. À ce titre, la présidente du Front National sera également en visite en décembre prochain. Et le bal ne devrait alors faire que commencer. Alors justement, le bal des visites en vue des présidentielles, là on l'a vu en vue des primaires à gauche, continue puisque ça a déjà commencé, on le sait, Pierre, on a eu des visites précédemment. Oui. Alors là, avec Jean-Christophe Cambadélis, pour le secrétaire du PS, on voit que le gouvernement essaye quand même de rattraper un petit peu les voix qui se perdent au fur et à mesure
à Mayotte? Oui, on connaît les sondages, on sait que c'est très compliqué pour le Parti Socialiste après ces 5 années de mandat. Bientôt, on arrive au terme de ce mandat. Ça a été très compliqué. Aujourd'hui, effectivement, on le voit, la campagne a commencé. Alors, c'est compliqué d'être en campagne lorsqu'on est encore au pouvoir pour un parti comme celui-là. C'est un parti très important en France. Donc, voilà, il faut toujours jouer avec la campagne à venir et puis aussi le devoir de terminer ce mandat et de bien le terminer. Donc, c'est très compliqué. Maintenant, effectivement, le bal a commencé. Il va continuer. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette visite? C'est quand même le premier secrétaire du parti. C'est pas n'importe qui. C'est l'un des hommes forts de ce parti, mais il l'a dit lui-même, c'est un parti qui est complètement divisé. Et après ces 5 années, c'est ce qu'il faut retenir de cette situation, c'est qu'on a vraiment un parti divisé avec de nombreux candidats. Les primaires de la gauche, autant à droite, ça va être une véritable bataille, notamment entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Autant à gauche, là aussi, vu le nombre de candidats qui se sont déjà proclamés, justement, en tout cas qui souhaitent être élus et représenter le Parti Socialiste, ça va vraiment être une lutte acharnée. Donc la campagne a commencé. Voilà, maintenant en termes de projet, on ne parle pas encore vraiment de projet. Sur Mayotte, effectivement, il a évoqué la situation. Il a aussi pu se rendre compte de la situation qu'ils ne connaissent pas forcément. Souvent, les hommes politiques viennent ici et ne connaissent pas la situation. Ils la découvrent sur le terrain, donc ce qui crée souvent un décalage. Alors on le voit, il était avec Ibrahim Aboubacar, il était avec Issouf Madi, donc voilà, donc des personnes qui sont très importants au sein de ce parti à Mayotte. Maintenant, ils ont besoin d'être guidés à chaque fois, et puis souvent, ils sont complètement en décalage avec les réalités, et notamment dans leur discours. Est-ce que justement attendre la fin d'un mandat pour venir à Mayotte, découvrir les problèmes de cette île qui est quand même assez qui sombre dans le chaos de plus en plus, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi une preuve que Mayotte, une tentative de récupérer quelque chose qui est déjà en perdition? Écoutez, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de visite, puisqu'il y a eu quand même des visites ministérielles. Manuel Valls est venu, François Hollande est venu, il y a les ministres, bien entendu les ministres des Outre-mer, Georges-Paul Langevin, très récemment Henri Cabarets. Donc le Parti Socialiste est venu sur place. Maintenant, effectivement, c'est étonnant de voir à ce moment-là Monsieur Combadélis venir à Mayotte. C'est aussi logique qu'il soit là. Il est premier secrétaire du parti, 48 heures, il a pu rencontrer pas mal de monde. On imagine qu'il a pu préparer les échéances à venir. Maintenant, voilà, ça va être un bal qui va être continu. Marine Le Pen arrive au mois de décembre, donc la visite de la présidente du parti du Front National, parti qui, selon les sondages, est en tête actuellement. Donc, et ça va s'enchaîner. On sait que Bruno Le Maire, il n'y a pas longtemps, était à La Réunion. Il n'était pas passé par Mayotte. Mais on imagine que voilà, ça va continuer. Mayotte compte de plus en plus, on l'a vu, au niveau national. Mayotte compte de plus en plus. Mayotte, effectivement, ce sont des voix importantes et qu'il ne faut pas perdre. On sait qu'aujourd'hui, il y en a eu beaucoup qui ont été perdus par le Parti Socialiste. On sait aussi quand même qu'au sein des parlementaires, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les groupes socialistes. Donc, preuve quand même que le parti a un poids à Mayotte, mais on sait qu'il est en perdition, comme il l'est au niveau national. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la campagne a commencé, elle va continuer, on ne parle pas encore de projet, mais en tout cas, voilà, on a déjà des figures qui daignent venir sur le département. En tout cas, on suivra les visites à venir très prochainement, Pierre. Et les amoureux de la mode auront de quoi se réjouir avec le 7e salon de la mode qui débutera demain. Ainsi, durant 3 jours, vente privée, concours, défilés ou encore exposition rythmeront l'événement. Cette année, le thème sera l'éco-création, un thème autour duquel les 19 stylistes devront composer pour tenter de décrocher le Graal. Ce matin, une conférence de presse s'est tenue afin de présenter l'événement qui, au fil des années, affiche des ambitions grandissante. Un sujet signé Abbas Alidi, Isabelle Fargier, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. J-1 avant l'ouverture du Salon de la mode à Mayotte. Organisé par ALCOI, cet événement gagne en galon au fil des années. Et cette année, l'objectif avoué est d'ailleurs de s'ouvrir à l'international. C'est une année charnière. Et d'ailleurs, vous le savez aussi que même en mariage, 7 ans, c'est une année charnière. Donc le bébé a grandi. Il va falloir qu'on passe à un autre cap. Et donc cette année, c'est charnière parce qu'on s'internationalise. On dépasse la région, on veut aller en international. Le cap à franchir passe en effet par une ouverture vers le monde. Pour ce 7e salon, les choses ont été pensées en grand,
puisque l'invité d'honneur n'est autre que la maison Sakinamsa, une icône dans le secteur de l'éco-création. Et si c'est une année charnière, c'est parce que cette année définitivement, même si on a travaillé en amont pour cela, on veut faire sortir la région océan Indien de la zone, la faire connaître à Paris, à Londres, au Koweït, à Dubaï. On a la chance en plus d'avoir découvert des stylistes installés dans ces zones qui aujourd'hui acceptent de nous soutenir, dont la maison Sakinamsa qui arrive tout à l'heure à l'aéroport. Tout d'abord, la maison Sakinamsa est d'origine comorienne, donc de la région, c'est important. C'est important pour la valorisation des îles et puis pour le moral des troupes et de la jeunesse qui peut voir aujourd'hui qu'on peut réussir. Parce que c'est une maison qui s'inscrit également dans le développement durable, dans l'éco-création. Et c'est également nous sur ce plan-là qu'on veut travailler dorénavant. Alcéoui mise tout sur le recyclage, l'utilisation des pièces usagées pour créer des tenues. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de travailler avec des ballots de fripes venus d'ailleurs. Autant utiliser ce qui se fait ici, d'initier le recyclage et de montrer qu'on peut créer avec ce qui existe déjà. Créer avec l'existant, voilà le défi que vont devoir relever professionnels comme amateurs. En effet, cette année, 2 concours distincts donneront lieu à 2 défilés. Et pour l'une des participantes, ce thème représente une véritable source d'inspiration. Moi, je travaille les matières recyclées. Donc moi, c'est sublimer la femme avec prouver à tout le monde qu'on peut transformer les matières et sublimer les femmes avec les matières recyclées. Ça m'inspire depuis mon plus jeune âge, donc cette année je suis très contente que ce soit le thème pour me permettre de montrer ce que je sais faire et voilà. En marge du salon, l'objectif est également de mettre en valeur la création locale et pourquoi pas donner des idées afin qu'une véritable industrie du textile local voit le jour à Mayotte. L'idée, c'est de développer ici une industrie dont puisse profiter la population, la jeunesse, qu'aujourd'hui il y ait des vocations. Il y en a déjà, on a des jeunes stylistes qui sont en CAP, qui partent en Bretagne d'ailleurs l'année prochaine. Une y est déjà, qui participe au concours. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une véritable industrie textile et que ça peut être tout à fait une voie de développement pour la jeunesse des îles. Pour tous ceux qui souhaitent assister à l'événement, rendez-vous est pris demain pour le grand lancement d'un salon qui promet de ravir tous les amoureux de la mode. Retour maintenant sur la rentrée scolaire qui signifie également au retour de l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire qui est en perpétuel développement à Mayotte. Et ce matin à Ouangani, l'un des plus grands événements de l'année s'est tenu en présence de 1600 élèves issus des classes de CM1 à la terminale. En effet, le cross de Mayotte UNSS MGEN 2016 a eu lieu en présence notamment de Madame le vice-recteur Nathalie Costantini. Une belle fête du sport scolaire dans une ambiance chaleureuse. Un sujet signé de Nzena Studio, Pierre Milucci et Leslie Vimné. 1600 élèves étaient réunis à Ouangani ce matin pour le grand cross UNSS MGEN 2016. Un événement qui rassemble du CM1 à la terminale, avec à la clé une place pour le championnat de cross d'académie qui se tiendra prochainement à La Réunion. Avec 1600 élèves cette année, on a encore battu notre record de participation par rapport à l'an passé. Tous les établissements du secondaire sont représentés, mais également il y a eu une sélection qui s'est passée au niveau des écoles primaires dans chaque circonscription quasiment. Et donc on a eu 350 jeunes CM1 et CM2 qui ont été sélectionnés, qui ont couru tout à l'heure sur la première course. Donc en fait c'est une compétition qui touche du CM1 jusqu'à la terminale, avec différentes courses selon la catégorie. Il y a 6 courses sur la matinée. Et puis comme point fort, la qualification d'une équipe minime, mixte, garçons-filles, et une équipe de lycée, garçons-filles, qui partiront participer au championnat d'académie de La Réunion du cross UNSS. Au-delà de la compétition, ces grands rassemblements UNSS sont toujours le cadre de rencontre entre les élèves du département. Et c'est ce que beaucoup souhaitent retenir, comme ce jeune lycéen qui plaide pour que ce type de réunion sportive se multiplie à Mayotte. Et aujourd'hui, je suis là en tant que jeune pour représenter mon établissement. Et après, je trouve que ça, c'est très important pour nous, les jeunes, aujourd'hui à Mayotte. On fait des rencontres, on se voit. Et moi, je suis là, pas pour gagner, mais pour participer, pour partager le sport avec tous les autres élèves des autres établissements. Je trouve que ça, c'est le plus important pour nous. Ce cross aura été spectaculaire et ce à tous les âges. Pour l'occasion, Madame le vice-recteur Nathalie Costantini avait d'ailleurs fait le déplacement. Un événement qu'elle ne souhaitait en aucun cas rater, l'UNSS étant un véritable levier de réussite pour les jeunes élèves de Mayotte.
Le sport scolaire, c'est un des leviers le plus important des réussites de nos élèves et qui va faire que nos élèves vont prendre confiance en eux et vont avoir envie de faire le maximum dans le cadre de leurs études ordinaires. Le sport scolaire, c'est aussi à Mayotte la première fédération de France. Et donc c'est important de montrer qu'à Mayotte, il y a de belles réussites et que plutôt que des grandes polémiques, il vaut mieux être sur le terrain et pouvoir essayer de faire avancer les choses. Faire avancer les choses malgré les difficultés. Voici le leitmotiv très souvent répété par Nathalie Costantini. Même s'il semble évident que l'organisation même de ce type d'événement à Mayotte représente une avancée positive. Et on reste dans l'éducation, mais cette fois on va du côté de l'insertion avec notre invitée Mariam Saïd, qui est 5e vice-président au conseil départemental chargé justement de la formation, de l'insertion et de l'éducation. Alors on va parler de ce projet 500 000 formations qui va justement prendre place sur le département et qui va concerner ces personnes, ces candidats qui sont en parcours d'insertion avec en partenariat le Pôle emploi et la mission locale. Bonsoir à tous. Comme vous l'avez dit, le conseil départemental qui est le chef de file de la formation professionnelle à Mayotte, parce qu'on nous a transféré les compétences depuis 2008, nous devons donc former la jeunesse mahoraise, les jeunes et les moins jeunes, parce que nous formons les demandeurs d'emploi de la mission locale et du Pôle emploi. C'est pour cela qu'on lance une campagne d'information aux gens, à tous les Mahorais, d'aller massivement s'inscrire au Pôle emploi pour les plus de 26 ans et à la mission locale pour les jeunes de moins de 26 ans, pour qu'on puisse les faire entrer dans les formations qu'on va bientôt justement débuter, parce qu'il faut que tout le monde entre en formation avant le 31 décembre 2016. C'est pour cela qu'il est nécessaire dès maintenant de faire cette campagne d'information. Et on le fait via le CRIJ, le Centre régional d'information jeunesse, qui va mener une campagne dans 5 communes de l'île, enfin dans tous les coins bien sûr de Mayotte, que tout le monde soit au courant qu'il faut faire le nécessaire pour entrer dans ces formations, bien sûr, parce que c'est dans le plan 500 000 de gouvernement. On a eu cette chance de bénéficier de ce plan. On a 750 places au conseil départemental. On voudrait bien sûr que tout le monde en profite. Alors justement, on parle de formation. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qui intéressent ce programme? Bien sûr, parce qu'il y a 12 filières qui ont été identifiées, des filières qui emploient, bien sûr, à Mayotte. Première filière, c'est dans le médical, dans le social, dans le tourisme, dans le BTP, etc. Concernant le social, on va mettre en place une formation de prépa. On va préparer les jeunes au concours pour qu'ils puissent entrer dans ce secteur du social, parce qu'on en a besoin. Concernant le médical, on va mettre en place un prépa aussi pour préparer les jeunes Mahorais à pouvoir entrer dans les filières du médical. On a notre IFSI. Il faudrait que les jeunes Mahorais entrent dans l'IFSI de Mayotte pour pouvoir travailler à Mayotte. Justement, donc la formation, c'est un aspect. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces jeunes qui vont être formés via ce programme, est-ce qu'ils sont garantis d'avoir par la suite un emploi? Parce que c'est la question qui se pose après. Comme je vous ai dit, que ce sont des métiers des filières qui ont été identifiées. Est-ce qu'à Mayotte, c'est le cas? Oui, ce sont des études qui ont été menées pour le département de Mayotte. Voilà, par un organisme qu'on avait, Amnios, qu'on avait mandaté pour nous faire les études. On a 12 secteurs qui sont identifiés. Là, on a plein de formations qui vont dans cet élan. Et aussi, on va aussi mettre en place une formation
pour les créateurs d'emplois. Parce qu'on sait que tout le monde ne peut pas travailler dans les administrations. Il faut aussi qu'on encourage la création d'entreprises. Ça, c'est notre objectif aussi, d'aider les jeunes créateurs. En vue du développement économique de l'île, bien sûr. En vue du développement économique, bien sûr. Merci beaucoup, Mariam Saïd. Je rappelle que vous êtes chargée, 5e vice-présidente au conseil départemental, chargée de la formation, de l'insertion et de l'éducation. Voilà. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 2 novembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. C'était une décision très attendue. Le tribunal administratif vient d'enjoindre le conseil départemental à accorder un agrément au manutentionnaire Manuport. Une décision qui va à l'encontre du protocole de sortie de crise du 3 octobre dernier, dans lequel le président du conseil départemental s'engageait à ce que la Smart soit la seule entreprise de manutention agréée au port de Longoni. Mais c'était sans compter la justice, qui le 28 octobre dernier a conclu que le refus d'accorder un agrément ne s'explique que par une volonté de favoriser l'entreprise de manutention déjà présente sur le site et y exerçant un monopole de fait en méconnaissance par conséquent du principe d'égalité. Le juge des référés enjoint donc au département de Mayotte de délivrer, à titre provisoire, l'agrément sollicité par la société MCG et la société Manuport dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Et voilà une décision qui devrait à nouveau faire du bruit. Depuis hier, la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France est entrée en vigueur à Mayotte. Elle modifie les procédures de reconduite à la frontière et permet à chaque étranger en situation irrégulière sur le territoire de déposer un recours auprès du juge des libertés et de la détention. Les délais d'expulsion qui oscillaient jusqu'alors entre 17 et 19 heures devraient ainsi être allongés via cette mesure de droit commun. Mais cette loi a également été complétée par 7 décrets et 9 arrêtés qui concernent notamment le travail illégal. Désormais, l'employeur qui embauche des salariés étrangers irréguliers est soumis à des sanctions pénales allant des simples amendes aux peines de prison, en passant par des peines complémentaires comme l'interdiction d'exercer une activité de gérance ou l'exclusion des marchés publics. Les amendes peuvent aller de 17 600 € en cas d'emploi de salariés sans autorisation de travail et jusqu'à 52 800 € pour les récidivistes. À bon entendeur. Un nouvel accident mortel s'est produit samedi sur la rocade de Mtsapéré. Entre 20h et 20h30, un homme qui marchait sur le bord de la chaussée a été fauché et écrasé par un véhicule. La police nationale a depuis lancé l'appel à témoins suivant. Un accident mortel de la circulation routière s'est produit le 29 octobre 2016 aux alentours de 20h sur la rocade de Mtsapéré dans la commune de Mamoudzou. Un piéton a été percuté par un ou plusieurs véhicules qui ont pris la fuite et a perdu la vie. Il est demandé à tout témoin des faits et pour les besoins de l'enquête de prendre attache avec la brigade accidents et délits routiers du commissariat de police de Mamoudzou 976 au 06 39 69 45 97 ou 02 69 61 12 22. Le défunt a été inhumé lundi à Bambo Village, lieu de naissance de sa maman. Mais désormais ses proches réclament justice et souhaitent que le ou les coupables de ce drame soient rapidement retrouvés et jugés. Et enfin, souvenez-vous, nous vous en parlions il y a peu, les avancées sur la situation des personnes atteintes de diabète. Jusqu'en 2005, la plongée sous-marine leur était strictement interdite en France, en raison notamment du risque d'hypoglycémie jugé trop dangereux. Aujourd'hui, les choses ont bien évolué et l'interdiction ne concerne désormais plus que les mineurs. Alors pour évaluer les impacts de la pratique de la plongée sous-marine chez les jeunes diabétiques âgés de 14 à 18 ans, une étude a débuté le 29 octobre et s'est terminée ce matin. À ce titre, de jeunes diabétiques métropolitains ont été invités à participer à cette étude aux côtés de leurs homologues mahorais. Les précisions dans ce reportage d'Adèle Laurent. L'aventure a commencé en 2009 lorsque le docteur Boris Lormeau fait la connaissance d'un bénévole du club des familles des jeunes diabétiques de Mayotte. Ensemble, ils montent différents projets et études visant à démontrer que diabète et plongée peuvent être compatibles. Boris Lormeau nous en dit plus. En fait, la plongée sous-marine était la contre-indication avant. Quand on était diabétique, on pouvait tout faire sauf de la plongée. Et j'ai déjà coordonné 3 études chez les adultes.
qui ont montré que les diabétiques pouvaient plonger en toute sécurité en suivant un protocole de mise à l'eau. Et la Fédération française de plongée a d'ailleurs été la première fédération nationale à autoriser les diabétiques à plonger. Donc ça, c'était les adultes, et donc restaient les jeunes. 14 à 18 ans, 14 parce qu'en fait on est considéré comme adulte en plongée à 14 ans, mais donc d'évaluer cette possibilité de plonger pour les mineurs. Gilet stabilisateur et bouteille de plongée sur le dos, détendeur en bouche, les 15 jeunes diabétiques mahorais et métropolitains se sont jetés à l'eau et ont ainsi pu découvrir les beautés de la passe en S au cours de 5 plongées encadrées par une infirmière et 3 médecins. Et au-delà de l'équipe médicale, du matériel a été mis à leur disposition afin de relever le taux de glycémie de chacun à intervalles de temps réguliers. Au niveau du matériel médical, aujourd'hui on utilise un équipement qui est le Freestyle Libre, fourni par les Laborabots, qui est un de nos sponsors, qui nous permet d'être là aujourd'hui. Et cet équipement en fait permet d'avoir un capteur, comme vous pouvez le voir sur le bras. Alors on ne voit pas le capteur, il est sous le bandeau, mais ce capteur permet avec un lecteur de glycémie juste de passer devant et d'avoir une glycémie à T-5 et d'avoir une tendance surtout. Et la tendance est importante, c'est-à-dire une flèche qui nous permet d'indiquer si la glycémie est en train de monter, est stable ou est en train de descendre. Les données relevées seront ensuite étudiées puis envoyées à la Fédération française de plongée. Le but est de prouver scientifiquement que ce sport peut être pratiqué par des adolescents diabétiques. Et pour les jeunes, la découverte du monde du silence reste une agréable aventure. Je plongeais, je vis de poissons, de tortues. En plus, j'avais peur, ça me fait bien. Et de voir le tortue, le poisson, tout ça. Et des liens se sont créés entre les adolescents mahorais et métropolitains, comme nous l'explique Kassim, un des jeunes plongeurs. On partage des chambres, des trucs, on change même des habits. C'est-à-dire qu'on passe la moitié du temps à discuter, à découvrir des choses qu'on ne savait pas, à parler des langues. Il y a même d'autres qui veulent même apprendre la langue maori. Ce projet permet donc de rassembler, mais fera aussi peut-être évoluer la loi, afin d'ouvrir la plongée aux diabétiques âgés de plus de 14 ans, même si la fougue de l'adolescence a parfois du mal à s'accorder avec la rigueur qu'impose le diabète, comme nous l'explique Boris Lormeau. J'ai découvert que l'adolescent, que le jeune était très différent du plongeur adulte. Et donc quand on doit confronter les problèmes liés à l'adolescence dans une activité comme la plongée, qui est quand même une activité qui doit être très méticuleuse, on doit être très sérieux, quand on mélange l'adolescence et le diabète, ça donne un cocktail qui fait qu'à l'adolescence c'est difficile. Et je pense que si jamais je donne une autorisation de plongée pour ces jeunes, ça sera avec beaucoup de restrictions et de précautions. L'étape suivante est de proposer une réglementation à la Fédération française de plongée qui permettra, si elle est acceptée, aux diabétiques âgés de 14 à 18 ans de plonger en autonomie, sous réserve qu'ils suivent rigoureusement le protocole. Et sur un territoire où la prévalence du diabète bat des records et qui possède un des plus beaux lagons au monde, cette avancée législative serait d'autant plus appréciée. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec, à 7h, Saïd Anli, président de l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles. Il sera avec lui question des rythmes scolaires. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.